Le soft power, on le sait, est une expression qui a été forgée dans les années 90, au lendemain de la fin de la guerre froide, par l'universitaire américain de Harvard, Joseph Nye. Et donc, il oppose le soft power au hard power, qui désigne, quant à lui, tous les moyens conventionnels de la diplomatie, c'est-à-dire l'usage, bien sûr, de la négociation et l'aboutissement de cette négociation peut être aussi l'usage de la force. C'est ce que nous dit Clausewitz dans la définition même de la guerre. La guerre, c'est la continuité de la négociation par d'autres moyens. Bon. Mais donc le soft power peut désigner mot valise, il faut bien l'avouer, tout ce qui n'est pas conventionnel. C'est notamment la rhétorique, le discours, l'instrumentalisation de la culture. Mais il faut attendre en fait les années 2000 véritablement pour que le soft power en tant qu'élément de langage et de politique étrangère devienne officiellement l'une des composantes essentielles de la politique étrangère, précisément de la Chine, c'est-à-dire à l'époque où Hu Jintao est le président de la Chine et que son premier ministre, Wen Jiabao, est aux affaires. Alors, dans les années 2000, cela va donner lieu, on le sait, à des manifestations tout à fait spectaculaires. Rappelons les Jeux Olympiques de 2008, qui sont une manifestation de puissance, bien sûr, de puissance douce, mais aussi, 2 ans plus tard, 2010, l'exposition universelle de Shanghai, qui s'était traduite notamment par la construction d'un non moins spectaculaire pavillon chinois, mais aussi pavillon des Afriques, construit d'une manière hautement symbolique par la Chine, précisément, à titre gracieux. Mais ce qui est encore plus surprenant, si vous voulez, c'est le fait que la Chine, longtemps qui avait rejeté toute sa culture traditionnelle, notamment le confucianisme, pendant la révolution culturelle, au nom d'une certaine modernité, eh bien, elle y revient. Et elle y revient depuis, je dirais, les années 80, parce qu'elle y voit une façon, sur le plan idéologique, de résister à l'emprise occidentale, et pour ne pas le dire, ou le dire carrément plutôt, l'américanisation même du monde et de la société chinoise. Et donc, pour résister contre cela, la Chine est parvenue à la réélaboration d'une tradition, à une réinterprétation de sa tradition, tradition confucéenne, et ne pas oublier le fait également que la Chine est la dépositaire d'une culture reconnue comme telle par l'ensemble ou quasi des peuples de sa périphérie. La Chine est la civilisation des caractères, et ce qui la caractérise précisément, c'est l'usage de ces idéogrammes, de ces fameux caractères chinois, si bien que ce grand retour aux prétentions néo-impériales de la Chine s'accompagne aussi d'un grand retour de la tradition culturelle chinoise et du prestige de celle-ci de par le monde, en Asie tout d'abord, mais aussi bien au-delà et avec un certain succès.